Bienvenue à Repères parentaux, votre rendez-vous pour mieux comprendre, apprendre et grandir avec votre enfant. Je suis Régine Legault-Bouchard et je vous invite à vous joindre à moi dans ce nouvel épisode. C'est parti! Alors, bonjour messieurs. Bonjour. Je suis accompagnée ce matin de Amine Aidouni, surintendant de l'éducation au Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario, et de Yasser Boukrab, commissaire en équité et aux droits de la personne. Avant de commencer, j'aimerais qu'on explique un petit peu chacun vos rôles pour que nos auditeurs aient une idée d'avec qui on se trouve ce matin. Yasser, pourrais-tu expliquer un petit peu ton rôle au sein du Conseil? Merci Régine. Donc, le commissaire en équité de la personne, c'est un poste qui a été créé depuis 2020, dont le but, c'est de concrétiser la vision ministérielle en matière d'équité, d'inclusion et de diversité. Le but ultime, c'est de mettre en œuvre les domaines d'intervention conformément à la note de service MPP 119. Le rôle primordial, c'est un rôle de conseiller principal, directeur d'éducation, mène des notes enquêtes, formule des recommandations, fait des rapports de recherche, accompagne les élèves et les parents en matière d'éducation pour tout ce qui touche les enjeux en lien avec l'équité et l'inclusion pour la diversité en salle de classe et dans les écoles. OK, très important. Merci. Ça fait plaisir. Amine Aidouni, surintendant d'éducation, qu'est-ce que ça fait, un surintendant d'éducation? Un surintendant de l'éducation, ça supervise des écoles. OK. Donc, nous sommes au CPE, nous avons 5 surintendants de l'éducation qui, respectivement, chapeautent un certain nombre d'écoles, donc à peu près 8-9 écoles. Et ça supervise aussi des dossiers qu'on dit systémiques, c'est-à-dire qui touchent l'ensemble du conseil scolaire. En ce qui me concerne, un des dossiers sous ma gouverne est celui de l'équité, de l'inclusion et des droits de la personne. À ce titre, mon équipe et moi-même collaborons étroitement avec M. Boukrab, notre commissaire, et qui a dans son rôle de conseiller principal en équité un rôle pédagogique et qui se matérialise par sa collaboration avec les membres de mon équipe en équité, inclusion et droits de la personne. OK, excellent. Merci. Bien, justement, aujourd'hui, on parle d'accommodement religieux en milieu scolaire. C'est un domaine qui peut être un peu complexe. Je pense que ça va être un balado quand même, mais c'est intéressant aujourd'hui. Pourquoi est-ce que c'est intéressant, ce sujet-là, Amine? C'est parce que ça rentre dans la grande famille des accommodements. Les accommodements, il y en a de toutes sortes. Ils sont défendus par les droits de la personne. L'accommodement religieux en fait partie. Oui. Et puis, c'est ce qui assure, à travers cet accommodement, un vivre ensemble qui est riche et où tout le monde se sent respecté et inclus. Donc, d'où l'importance de tous les accommodements et de celui dont on va parler aujourd'hui, qui est l'accommodement religieux. OK. Bien, on est une communauté de plus en plus multiculturelle également, donc j'imagine on n'a pas le choix de s'attarder à cette question-là. Absolument. Si je peux ajouter aussi que l'accommodement, il prend en considération les besoins particuliers fondés sur la croyance d'un élève ou d'un membre du personnel en milieu éducatif. Dans certaines situations, bien évidemment, qui sont visées par le devoir d'accommodement, on a le cadre réglementaire qui le protège. Donc, on a le Code de droits de la personne en Ontario et on a aussi la Charte des droits canadiens des droits et libertés qui accorde le droit à la religion. Donc, pour pouvoir mettre en place ces paramètres et mettre dans un cadre réglementaire administratif qui permet aussi de souligner, d'identifier les responsabilités, les obligations en la matière, il y a le CPO à mettre en phase, ce cadre administratif pour faciliter le processus mis en place. Et ça nécessite aussi la collaboration des parents, d'où la nécessité qu'ils doivent comprendre l'esprit de ce processus. OK. Et tous les conseils scolaires en Ontario doivent se soustraire à ces codes de droits de la personne. C'est pas juste le conseil d'école. Absolument, absolument. Tous les conseils scolaires doivent s'y conformer. Parfait. Super. Je rajouterais que nous avons évidemment, on a parlé de cadre réglementaire, on a des politiques et des directives administratives qui découlent justement de la loi et du fait que nous devons, comme vous le disiez, nous soumettre à ces règlements-là. Donc, on le fait, nous, par le biais de nos politiques, nos directives. Les politiques et les directives, c'est une chose.
nous qui vivons l'administration, on les comprend, on les connaît. Mais encore faut-il que toutes les parties prenantes le sachent, connaissent leurs droits, soient en mesure de rentrer dans une conversation à ce sujet en pleine connaissance de cause, d'où la raison de ce balado aujourd'hui. Tout à fait. Je te laisse enchaîner. D'accord. Donc, Amine, je pense dans le cadre d'accommodement fondé sur la croyance, on a certaines situations qui sont visées par ce processus-là. Peux-tu nous parler un peu de ces situations? Quand on parle de situations qui sont visées par l'accommodement, on parle de la prière, évidemment. Oui. On parle de la tenue vestimentaire. On parle de la protection à la pudeur. On parle du jeûne. Parfois de la tenue religieuse en tant que telle. Donc ça, c'est certaines des choses qui sont visées par l'accommodement. Donc les écoles sont tenues d'accommoder les élèves qui souhaitent se prévaloir de ces accommodements-là. Tout à fait. OK. Absolument. Et la situation s'applique même aux membres du personnel. Oui. Oui. Donc, dans le milieu éducatif, très important, quand on parle par exemple de la prière, il est très important que les conseils scolaires doivent s'assurer de la présence d'une salle dédiée à la prière. Quand on parle de la prière fondée sur la croyance, on parle de toutes les croyances. Donc, on ne promeut pas une religion au détriment d'une autre, ou une croyance au détriment d'une autre. Donc, toutes les religions, toutes les croyances sont couvertes par ce devoir d'accommodement. Le Code de droit de la personne aussi s'assure que toutes les personnes peuvent accéder à cette salle, qu'elle soit une salle de recueillement, une salle de purification, une salle de méditation, avec une salle de prière aussi. Okay. Et quand on parle aujourd'hui fondé sur la croyance, donc les élèves peuvent aussi pratiquer leur foi selon le processus mis en place. Et comment ça se manifeste en une journée normale d'école, par exemple? Est-ce qu'un élève peut quitter la salle de classe puis aller automatiquement faire la prière, par exemple? Ou est-ce que ça doit se faire dans un moment spécifique durant la journée? Comment on conjugue l'éducation, puis le curriculum qui doit être respecté par un enseignant, par exemple, et ce droit-là? Je vais commencer une réponse, puis je laisserai mon collègue Yasser compléter. Il faut comprendre que la mission d'une école, c'est une mission qui est éducative. Tout à fait. Donc, les enseignants, les directions d'école, tout le personnel éducatif de l'école a à cœur la réussite scolaire de l'élève. Oui. C'est sûr que tout doit se faire dans le dialogue et tout doit se faire dans la compréhension de ce que représente l'accommodement et de l'impact que ce dernier pourrait potentiellement avoir sur la réussite scolaire. Cela ne veut pas dire qu'une direction pourrait interdire un accommodement. Pas du tout. Okay. L'accommodement, c'est un droit. Par contre, parfois, une direction pourrait avoir une conversation avec les parents pour dire « Est-ce que vous pensez que c'est le meilleur moment? Est-ce qu'il y aurait peut-être un autre moment qui serait plus propice, qui lui permettrait d'éviter de manquer son cours de mathématiques ou des apprentissages essentiels? Okay. L'accommodement est un droit. Donc, le débat ne réside pas sur la possibilité de l'élève de s'adonner à la prière. Ce n'est pas ça qui est en jeu. Ce qui est en jeu, c'est la conversation qui porte sur la réussite scolaire. Et donc, qui témoigne, qui atteste d'une posture bienveillante de la part de l'équipe école qui veut assurer la réussite scolaire de l'élève. OK. Absolument. Trouver un juste milieu, dans le fond. Absolument. Et j'appuie aussi l'idée de Amine, c'est une bonne explication. Donc, j'aimerais bien aussi ajouter un point que je pense que c'est très important, que l'accommodement, le devoir d'accommodement, il vient de répondre à des besoins particuliers, même non à des préférences. Donc, pour les élèves qui veulent quitter la salle de classe, et comme on l'a expliqué précédemment, Amine, donc la mission principale de l'école, c'est une mission éducative qui vient en premier lieu. Donc l'accommodement en matière religieuse, il vient répondre à un besoin d'accomplir des prières. Les prières, si on parle des prières qui coïncident avec le temps des classes, à ce moment-là, il y a certains paramètres à prendre en considération. On n'empêche pas un élève d'accomplir ses prières, mais la mission, je veux dire, éducative vient en premier lieu. Et puis on verra avec d'autres paramètres comment pouvoir accommoder, parce qu'il y a une flexibilité dans ce sens selon le Code de droit de la personne. Et cette flexibilité, elle se matérialise à travers le dialogue.
et à travers la compréhension de la réalité des deux parties. Donc il faut qu'une direction ait une posture ouverte, se pose en apprenant sur le sujet s'ils ne sont pas connaissants. Et de l'autre côté, les parents doivent croire en la bonne foi de l'équipe école qui a à cœur la réussite scolaire de l'élève. Donc, lorsque les choses se déroulent dans le respect, dans l'écoute, dans le dialogue positif, l'accommodement prend tout son sens. J'aimerais apporter une petite nuance. Toutes nos écoles ne sont pas équipées de salles de recueillement. Donc, vous posiez la question, comment ça se matérialise concrètement dans une école? L'accommodement dans une école peut se faire dans une salle de classe, peut se faire dans une bibliothèque, peut se faire si l'école n'est pas dotée d'une salle propre au recueillement, peut se faire dans une autre salle de l'école, tant que la salle est propice justement à ce que la prière se déroule dans de bonnes conditions. Donc, et puis ça, évidemment, ça se fait toujours en collaboration avec l'administration de l'école qui va s'assurer de trouver un endroit qui est propice, le plus propice possible à la prière au sein de l'établissement. Et très important aussi, j'aime bien ajouter aussi que dans le devoir d'accommodement, il y a un processus à suivre, que les parents doivent le savoir. Donc, le premier, c'est il y a un formulaire, bien sûr, une demande qui doit être formulée à la direction de l'école. De la part du parent. À la parent, pour l'élève. Ou pour l'élève lui-même aussi, il peut le faire. Ça rentre dans le cadre, comme on appelle, une composante procédurale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les parents, l'élève, doivent remplir ce formulaire, formuler sa demande en matière de prière, expliquer brièvement les détails. Et ça rentre dans le cadre du devoir d'accommodement que Amine vient juste d'expliquer. Une rencontre avec la direction d'école pour bien expliquer le fond, de cette demande. Puis, une analyse approfondie doit être effectuée par la direction d'école pour s'assurer qu'il y a des mesures qui peuvent être prises en considération pour fournir une salle, s'il existe une salle, s'il n'y a pas, il va y avoir une bibliothèque, une salle de classe, et aussi prendre en considération le fait que la mission principale, c'est une mission éducative, si l'élève demande d'accomplir ses prières durant le temps des classes. Donc, et comme je dis toujours dans le devoir d'accommodement, chaque cas est un cas d'espèce, chaque cas est un cas unique, donc on prend des cas individuels. Mais il doit quand même avoir des cas qui se présentent plus fréquemment, pour lesquels on est peut-être plus habitué dans nos écoles, par exemple? Oui. Oui. Donc, mais puis je suis content que Yasser ait évoqué le fait que chaque cas est un cas d'espèce, parce que le message sous-jacent à cela, c'est que l'expression de la foi, elle peut varier au sein d'une communauté, d'une communauté de croyants, qu'elle soit chrétienne, musulmane, juive, l'expression de la foi varie. Et donc, c'est pour ça qu'il est important d'être dans le dialogue, pour comprendre un petit peu quels sont les besoins de la famille. Je dirais aussi que le dialogue ne se fait pas, surtout quand on parle d'élèves du secondaire, ne devrait pas juste se faire entre les parents et la direction, mais devrait inclure l'élève aussi. Donc, l'élève avec la direction, l'élève avec ses propres parents et les parents avec la direction. Donc, ce dialogue est très important parce qu'il peut arriver qu'un élève, admettons de 11e année, ait une conception de la foi qui varie peut-être un petit peu de celle de ses parents. Et là, à ce moment-là, d'où l'importance à cet élève de parler à ses parents. Ça évite la confusion puis d'avoir des conversations parallèles entre un élève, la direction, puis les parents et la direction. Donc, plus le dialogue est ouvert, transparent, et plus on arrive à être au diapason, plus l'accommodement est aisé, on va dire ça comme ça. Excellent. Absolument. Et ça nous ramène à la question prochaine, donc, concernant le devoir de collaborer. Donc, comme l'a expliqué Amine, donc, ça requiert une communication proactive, fructueuse avec les parents et la direction d'école dans le but de mettre en phase les paramètres de ce processus-là. C'est ça, on le disait tout à l'heure, je le disais précédemment, il faut que la direction soit ouverte. Si elle en sait peu sur la religion de l'élève concerné, qu'elle s'instruise, elle a ce devoir-là, ou du moins minimalement d'être ouverte et à l'écoute. Et de l'autre côté, ça requiert aussi une compréhension du système scolaire.
de la part des parents, parce que le système scolaire, c'est un milieu particulier, et de croire en la bonne foi des membres de l'équipe école qui veulent assurer, en bout de ligne, notre mission première, c'est la réussite et le bien-être de tous nos élèves. Absolument. Et Amine, que penses-tu d'un groupe d'élèves qui soumet une demande collective? Une demande collective. Alors, la demande d'accommodement, elle est sur une base individuelle. OK. Donc, un groupe d'élèves qui dirait au nom de tous les élèves, non, c'est pas comme ça que ça se fait. C'est une demande qui est individuelle, la demande d'accommodement. Que ce soit pour les élèves, on a évoqué les adultes tout à l'heure aussi, que ce soit aussi pour les adultes, c'est toujours des demandes qui sont sur une base individuelle. Ça ne veut pas dire que des élèves n'ont pas le droit de prier ensemble, côte à côte, dans une salle particulière, à un moment donné. Mais chaque demande est faite sur une base individuelle. OK. C'est bon à savoir. Et donc, un élève, est-ce que s'ils se sont lésés, c'est quoi les recours disponibles pour lui, d'après toi? D'accord. Alors, une fois que la demande d'accommodement, admettons que la demande d'accommodement, elle ait été accordée, mais dans la manière dont ça se matérialise, dont ça se concrétise, l'élève se sent lésé, se dit, bon, ben, l'enseignant ne m'a pas permis de sortir au moment où j'aurais dû sortir, le local qu'on m'a donné... il n'a pas de fenêtre, il n'a pas beaucoup d'air, je trouve pas ça, ou il n'est pas nettoyé, je ne trouve pas ça acceptable. La première personne à laquelle on doit parler, c'est la direction d'école. OK? Si on n'obtient pas satisfaction, si on ne s'entend pas avec la direction d'école, évidemment, il y a la surintendance de l'éducation qui, comme je le disais précédemment, a la responsabilité de superviser les écoles qui peut intervenir. En bout de ligne, si on n'a toujours pas de satisfaction, au CPO, nous avons la chance d'avoir un bureau du commissaire à l'équité qui ne relève pas, qui n'est pas sous la gouverne de la surintendance, qui est indépendant de la surintendance, qui peut poser un regard critique sur la situation et faire des recommandations pour trouver une résolution à la problématique. Mais tout en comprenant que là, j'ai parlé de direction, de surintendance, du bureau du commissaire, mais un parent, un élève pourrait directement avoir recours au bureau du commissaire. Moi, je souhaiterais plutôt qu'on passe par chaque étape pour essayer de trouver une solution le plus rapidement possible. Il faut comprendre que dans les écoles, c'est les membres de l'équipe école qui connaissent les élèves, qui les rencontrent, qui interagissent avec eux au quotidien. Une surintendance, elle va devoir être mise en contexte, on va devoir lui expliquer des choses. Donc, je pense que parfois, il est plus efficace de suivre ce cheminement-là que d'avoir recours systématiquement au bureau du commissaire. Et on l'adore, notre commissaire, mais on n'en a qu'un seul. Donc, il faut le ménager un petit peu. Est-ce que les enseignants sont impliqués comment est-ce qu'ils sont impliqués, les enseignants de ces élèves-là? Alors, je vais débuter la réponse et puis je laisse à Yasser le soin de compléter. Un enseignant gère sa salle de classe, il gère le curriculum, donc oui, il va être tenu au courant, la direction va tenir l'enseignant au courant de la demande d'accommodement et va s'assurer que l'enseignant respecte l'accommodement, que ce soit au niveau de la vêture, que ce soit au niveau du jeûne. Donc, par exemple, une direction d'école peut prendre la décision de changer les horaires des examens. Par rapport aux jeunes, par exemple? Par rapport aux jeunes. Si je suis directeur d'une école qui a beaucoup d'élèves qui pratiquent le ramadan, on va dire. Je prends l'exemple de la religion musulmane. On pourrait décider que les horaires des examens changent, soient modifiés. Que des activités, s'il y a des activités physiques qui requièrent, par exemple, un gros effort physique, comprendre qu'un jeune homme ou une jeune femme qui pratique le jeûne, le ramadan, peut être déshydraté très rapidement, être essoufflé très rapidement, donc c'est peut-être pas propice de le faire à ce moment-là. Mais tout se fait avec le dialogue entre la direction, l'enseignant
L'élève peut aussi faire valoir ses droits. L'élève a, on l'espère, bâti une complicité avec son enseignant et puis est capable de lui parler directement aussi. OK, excellent. Absolument, absolument, c'est clair. Donc, il faut juste noter que l'enseignant aussi peut être aussi le premier point de contact avec l'élève. Donc, l'élève peut s'adresser à l'enseignant pour toute demande de devoir d'accommodement. Je tiens juste à clarifier un point que dans la demande d'accommodement, pour qu'elle soit bien reçue favorablement, il faut qu'elle réponde à certains paramètres. Le premier paramètre, c'est en santé et sécurité de travail. Donc, c'est une norme importante en la matière. Et deuxième élément, c'est le fardeau financier. Donc, pour qu'une demande d'accommodement soit reçue favorablement, il faut, par exemple, que j'ai dit, elle répond favorablement à ces deux paramètres. On trouve le juste moyen pour pouvoir accommoder un élève ou une élève en salle de classe à cause de certaines situations qui peuvent se présenter en lien avec leurs croyances. Il faut juste aussi, parce que probablement certains parents qui peuvent se poser la question, pourquoi on accommode pour une telle situation? Parce qu'elle a un impact sur l'éducation de l'élève en question, elle a un impact sur sa santé physique, mentale, etc. D'où la nécessité de trouver un moyen pour l'accommoder. On a de l'accommodement qui est visé par le Code de droit de la personne, on a d'autres accommodements aussi qui sont visés par le curriculum. Donc, mais c'est en lien avec les croyances, avec la croyance religieuse, et je pense que c'est très important. C'est dans ce cadre de collaboration vient une communication proactive, constructive, qu'on peut bâtir, je veux dire, une confiance entre l'équipe école et parents, et puis répondre, je veux dire, accommoder raisonnablement, je veux dire, les élèves qui en demandent. Il faut comprendre que on est dans un contexte d'école laïque, donc nous accueillons toutes les religions au sein de notre école. Lorsque on arrive en Occident, les fêtes religieuses chrétiennes sont déjà des journées fériées. Donc pour la célébration de Pâques, on ne se pose pas la question, c'est une journée fériée. Les fêtes non chrétiennes ne sont pas des fêtes fériées. Donc, un enseignant pourrait dire, telle journée, moi, je vais avoir un test ou un examen, etc. Et un élève, de manière proactive, pourrait dire, oui, mais telle date, c'est telle journée de célébration religieuse, je ne pourrais malheureusement pas être là. Et à ce moment-là, nous avons le devoir d'accommoder cet élève et de dire, OK, si tu ne peux pas faire le test cette journée-là, tu vas peut-être le prendre avant ou après. Donc, de trouver un terrain d'entente. Souvent, on ne se pose pas la question et on se dit, mais quelle ferveur religieuse de la part de tel groupe ou tel groupe. C'est parce que les journées chrétiennes sont déjà intégrées. Tout à fait raison. Donc, on ne se pose pas la question pour les personnes qui célèbrent leur foi chrétienne parce qu'elles sont déjà fériées, tout simplement. Absolument. C'est un bon point. Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaiteriez ajouter, des éléments spécifiques pour la compréhension des parents par rapport aux accommodements religieux? Je pense aujourd'hui, c'est très important qu'on se réfère toujours au cadre administratif. Quand je fais référence au cadre administratif, je parle des politiques et des directives qui sont adoptées au sein des conseils scolaires. Donc c'est très important que les parents, parce que peut-être pas mal de parents qui posent des questions, pourquoi je dois remplir un formulaire. Le formulaire, ça rentre dans le cadre d'un processus de documentation. C'est pour aussi respecter les droits et les obligations de toutes les parties prenantes qui font partie de ce processus-là. Et donc, je pense que c'est très important pour qu'on puisse donner la chance à une direction d'école qu'elle étudie minutieusement une demande d'accompagnement, qu'on doit la remplir comme il faut. Là, on fait appel aux parents qui doivent collaborer dans ce processus. C'est très important. Il y a un cadre. Le cadre est important. Mais à l'intérieur de ce cadre, il y a des personnes et il y a une interaction humaine. Une des deux valeurs caractérise le CPO. Le pluralisme, donc l'ouverture à cette diversité d'opinions, de visions du monde, et la bienveillance. Deux valeurs fondamentales. Il y en a d'autres au CPO, mais celle dont il est question ici, c'est vraiment ces deux valeurs-là. La chance que nous avons d'avoir un système scolaire laïque qui accueille toutes ces diversités, c'est de construire le vivre ensemble pour
le reste de la société. Parce que nos conseils scolaires sont vraiment des microcosmes de la société. Absolument. Et c'est à l'école qu'on se découvre. C'est à l'école qu'on se lie d'amitié avec des gens qui sont différents de nous, qu'on apprend à les connaître et à les respecter. Et donc, les accommodements jouent un rôle essentiel en ce sens, je le disais tout à l'heure. Et c'est cette interaction humaine qui nous permet d'avancer d'un point de vue global en tant que société. Ça ne s'arrête pas non plus juste à l'école. Les accommodements peuvent être mis en place sur le marché du travail, etc. Donc, on commence tôt à comprendre comment vivre une société pluraliste, comme tu le dis, Amine. Tout à fait. Et nos élèves, on l'espère, qui veulent exprimer leur foi ou bénéficier d'autres accommodements, parce qu'ici on parle de l'accommodement de la foi, ils en font cet apprentissage. Ils font cet apprentissage de ce droit à l'école. Parce qu'on m'a respecté à l'école. Donc ce jeune homme ou cette jeune dame, quand il va arriver sur le marché du travail, il va avoir connaissance de ses droits. Parce que si on m'a accommodé à l'école, ça veut dire que j'ai le droit d'être accommodé aussi sur mon lieu de travail. Donc ça fait aussi partie de l'apprentissage des conseils scolaires. Wow, excellent. Bien, je tiens à vous remercier, chers collègues, pour cet entretien. Ça a été vraiment très utile pour moi. En tout cas, ça a éclairé. Je retiens évidemment que la base de tout ça, c'est une collaboration parents, enfants, équipe école, direction. On a des processus, il y a des marches à suivre qui sont là pour le bien-être et le vivre ensemble. Moi, ça a été très éclairant. Je vous remercie encore, Amine Aidouni, Yasser Boukrab. Ce fut un plaisir. Alors, merci d'avoir été à l'écoute de Repères parentaux. N'oubliez pas de vous abonner. J'espère que ce fut un épisode qui vous a enrichi et à bientôt.